Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Pauline Crousy, je suis étudiante à l'école d'ingénieurs de Purpan à Toulouse et j'ai réalisé un stage à l'Institut de l'élevage, mon stage de fin d'études sur le thème de l'adaptation de la méthode bilan-travail en centre équestre. Donc je vais vous présenter un peu le travail qui a été effectué. Donc tout d'abord, je vais vous présenter ce qu'est la méthode bilan-travail. Ensuite, je vous parlerai des enquêtes que j'ai effectuées sur cette méthode et je vous parlerai des résultats que j'ai obtenus, les résultats d'un point de vue quantitatif et aussi d'un point de vue qualitatif. Donc la méthode bilan-travail est une méthode qui a été créée il y a une trentaine d'années par l'INRA et l'Institut de l'élevage. Elle permet de quantifier sur l'échelle de 10 années le travail et l'organisation dans un élevage. Et elle prend en compte la main-d'œuvre et les différentes tâches qui sont effectuées. En fait, elle permet de savoir qui fait quoi et quand. Elle consiste à quantifier sur l'année différentes catégories de travail. Donc on trouve le travail d'astreinte, le travail de saison et le travail rendu. Toutes ces tâches sont quantifiées en fonction d'une catégorie de main-d'œuvre. Donc on trouve les personnes de la cellule de base. Ce sont toutes les personnes qui sont les exploitants. Et on trouve aussi les personnes de la hors-cellule de base. Donc j'ai différencié dans la hors-cellule de base les personnes rémunérées, donc les salariés, les apprentis, et les personnes de la hors-cellule de base non rémunérées, qui sont les bénévoles, les aides familiaux, et, ainsi que les stagiaires. Le travail, il est calculé en fonction de différentes périodes qui sont dites constantes et en fonction de semaines type. Et en fait, tout cela nous permet à la fin de pouvoir calculer la marge de manœuvre, qui est aussi appelée temps disponible calculé. En gros, la méthode bilan-travail, elle permet de comprendre l'organisation du travail dans les centres équestres. Elle permet de créer et de disposer de repères de travaux par personne et pour situer les différents centres équestres. Et elle permet d'identifier les leviers d'action pour améliorer l'organisation et la gestion du travail. Donc j'ai effectué 18 enquêtes à l'échelle de la France, donc 18 enquêtes dans 18 centres équestres du réseau ECA. Donc pour des questions de temps, bon, la localisation est plutôt nord-ouest, mais il y a quand même une variété de localisation et aussi une variété d'activités par structure et d'enseignement, comme vous pouvez le voir rapidement sur ce diapo. Donc si on regarde de plus près la main-d'œuvre des centres équestres, donc on voit là sur cet histogramme donc, qui est représenté en fait le nombre d'ETP en fonction des différentes enquêtes, ainsi que le nombre de clients en fonction des enquêtes. Donc on remarque qu'il y a une variabilité assez importante entre les enquêtes. On passe de environ 1 ETP à 6 ETP, donc équivalent temps plein. Et on remarque que les gérants ne représentent en moyenne qu'un ETP, donc ce qui témoigne d'une masse salariale très importante. Mais en comparant avec le nombre de clients, on observe que il n'y a pas de proportionnalité entre le nombre d'ETP et le nombre de clients, ce qui témoigne de stratégies différentes entre les différentes structures, ainsi que sûrement d'un niveau d'efficience différent. Donc les différentes enquêtes réalisées ont permis de calculer, comme je vous l'ai dit, le travail d'astreinte. Donc le travail d'astreinte, ce sont toutes les tâches dites obligatoires qui doivent être réalisées de façon hebdomadaire, qui sont non reportables. Elles sont mesurées en heures par semaine. Et pour faciliter en fait la comparaison entre les différentes structures, j'ai créé 3 grands groupes de travaux. Donc tout d'abord le travail administratif. Donc là on retrouve tout le travail de bureau, ce qui concerne la comptabilité, la facturation, la communication, l'accueil de la clientèle, etc. Ensuite, les travaux de gestion d'écurie et de la cavalerie. Donc là, on va retrouver tout ce qui est entretien des écuries, alimentation, soins aux équidés, sortie au paddock. Et ensuite, pour finir, on va trouver tout ce qui concerne les travaux de prestation de service. Donc là, ça va être tous les travaux qui vont concerner les prestations proposées par les centres équestres. Donc on va retrouver les cours d'équitation,
les cours collectifs, individuels, privés, le travail des chevaux de propriétaires, etc. Donc en regardant de plus près les résultats obtenus par rapport au travail d'astreinte, on a pu les comparer à différents indicateurs. Donc on a pu les comparer donc, sur le graphique de gauche avec le nombre de clients, ainsi que sur le graphique de droite, le travail d'astreinte en fonction du nombre d'équidés. Alors il faut savoir donc, que la méthode bilan de travail a été faite sur des élevages et que un des facteurs qui font varier le travail d'astreinte était la taille du cheptel, alors qu'ici pas du tout, il n'y a aucune corrélation entre le nombre d'équidés et le temps de travail d'astreinte, alors qu'à côté, sur le diagramme de gauche, on observe qu'il y a un effet d'économie d'échelle entre le nombre de clients et justement le travail d'astreinte. Ce qui en fait témoigne du fait que les clients, le travail se tourne autour du client et non de la taille d'un cheptel. Donc sur cette slide, on observe un peu la même chose, sauf que là c'est sous forme d'histogramme, ce qui nous permet en fait d'observer la variabilité du temps de travail d'astreinte en fonction des différentes structures. Donc on va avoir des structures qui vont avoir un temps d'astreinte inférieur à 50 heures par semaine, et des structures qui vont avoir un temps d'astreinte dépassant les 200 heures, avec une médiane qui se situe aux environs de 100-150 heures de travail d'astreinte environ. Si l'on regarde de plus près le temps de travail d'astreinte de façon annuelle, donc avec la première colonne du tableau, on observe le travail d'astreinte de la cellule de base, c'est-à-dire des exploitants pour une cellule, pour une personne de la cellule de base, donc pour un exploitant à l'échelle d'une année. On observe que les plus mauvais sont à environ 2800 heures de travail d'astreinte par an, et que les meilleurs sont à moins de 2000 heures de travail d'astreinte par an, et que la meilleure structure est autour de 1000 heures de travail d'astreinte pour un gérant. Lorsqu'on regarde à côté, ce qui est intéressant, c'est aussi de le conserver avec les bilans de travail faits dans les autres filières. Lorsqu'on regarde la référence aux autres filières pour le travail d'astreinte pour une personne de la cellule de base, on observe qu'il est de 1500 heures pour un élevage classique, et qu'ici, en fait, il n'y a que 2 structures qui sont en dessous de cette référence, donc ce qui est assez peu. Donc maintenant, si on s'intéresse au travail d'astreinte de la cellule de base par rapport à l'ensemble du travail d'astreinte réalisé, on remarque que environ 30% du travail d'astreinte est réalisé en moyenne par cette cellule de base, alors que pour une exploitation classique, on est autour de 85%, ce qui témoigne d'une masse salariale encore toujours importante. Lorsqu'on regarde l'efficience, donc le travail d'astreinte en fonction du nombre d'équidés, on est autour de 120 jusqu'à 160. Et lorsqu'on le regarde pour une exploitation classique, donc par exemple de vaches laitières, on est plutôt autour de 35 heures, ce qui montre bien que le cheval a une place importante comparé à un animal d'élevage classique. Et lorsqu'on s'intéresse à la dimension, c'est-à-dire au nombre d'équidés pour une personne de cellule de base, on observe que que les meilleures structures ont une dimension de 35 équidés pour un gérant, et que les moins bonnes ont 61 équidés pour un seul gérant, ce qui montre qu'il augmente plus le temps d'astreinte est élevé. Donc ensuite, on s'est intéressé au travail de saison. Donc le travail de saison, ce sont les tâches saisonnières qui peuvent être différées ou concentrées. Elles se font à certaines périodes de l'année, elles ne sont pas régulières. Comparées au travail d'astreinte, elles se comptabilisent en jours par mois et non en heures par semaine. Donc là aussi, pour pouvoir comparer les différentes structures entre elles, j'ai créé 2 groupes de travaux. Donc tout d'abord le travail d'élevage. Donc dedans on retrouve tout ce qui est travail de saison lié au troupeau. Donc c'est tout ce qui concerne les travaux de santé. On retrouve aussi le travail de saison lié aux surfaces fourragères ainsi qu'aux cultures. Et on trouve aussi le travail de saison qui concerne l'entretien des infrastructures et des pâtures.
Et donc le deuxième groupe de travail est le travail d'équitation. Donc ce sont toutes les activités qui sont liées à la filière équine. Donc que ce soit les compétitions ou toutes les manifestations externes ou internes. Donc on remarque sur l'histogramme que pareil, il y a une grande variabilité dans le travail de saison qui varie de 60 jours environ à un peu moins de 250 jours pour certaines structures. Et que la répartition entre le travail d'élevage et le travail d'équitation est assez variable d'une structure à une autre. Voilà. Donc, en fait, le calcul de ces différents travaux nous permet de calculer ce qu'on appelle le temps disponible calculé, le TDC. Donc, il se calcule pour la cellule de base, c'est-à-dire les exploitants. En fait, il correspond au temps qui reste à la cellule de base lorsque toutes les tâches de travail d'astreinte et de travail de saison sont réalisées. Et il permet d'effectuer toutes les tâches qui ne sont pas quantifiables, tous les travaux exceptionnels, s'ils doivent faire face à des aléas ou s'ils veulent tout simplement consacrer du temps libre pour leurs activités privées. Donc lorsqu'on regarde l'histogramme représentant le temps de travail disponible par enquête, on remarque tout de suite que les deux premières, que l'enquête numéro 1 et l'enquête numéro 9 sont à 0 heure de temps de travail disponible calculé par an et que ça varie ça peut atteindre pour la meilleure structure un peu plus de 1000 heures de temps disponible calculé. Lorsqu'on se réfère en fait aux autres filières, ils avaient créé des références. Et si on se base sur ces références, un TDC pour une personne de la cellule de base inférieure à 800 montrerait une situation tendue. Et ce qui voudrait dire en fait que 15 des structures sur les 18 étudiées sont en situation tendue. Et que seulement 3 structures sont en situation satisfaisante, c'est-à-dire entre 900 et 1100 heures. Et qu'aucune des structures n'a la possibilité de développer une autre activité. Donc il faut savoir que la méthode bilan de travail est une méthode exclusivement de base quantitative et du coup on a voulu s'intéresser un peu plus au ressenti de l'exploitant, à une vision un peu plus qualitative et donc du coup on a créé un entretien qualitatif. Donc je vais vous présenter quelques résultats de cette partie-là. Donc tout d'abord on a demandé aux exploitants pourquoi ils avaient choisi ce métier, pourquoi un centre équestre. Ils ont tous répondu sans aucune hésitation qu'ils étaient tous passionnés. C'était la passion du cheval et de l'équitation qui les avait amenés ici, mais aussi l'envie de transmettre des connaissances, et aussi le contact avec les humains, le relationnel qui pour eux était très important, et le fait aussi de voir leurs élèves progresser et ainsi que leurs équidés. En s'intéressant au rythme du travail, on a découvert qu'il y avait une réelle volonté de se dégager un peu plus de temps libre. Donc il y a 3 structures qui ont déclaré qu'elles étaient entièrement satisfaites, qu'elles ne voulaient rien changer pour l'instant. 8 structures ont déclaré être plutôt satisfaites, mais ont témoigné quand même d'une envie d'améliorer et se dégager un peu plus de temps libre. Et 4 structures ont dit être non satisfaites à cause d'une mauvaise organisation. Et cette mauvaise organisation, entre autres, s'explique par des problèmes de management du personnel, de gestion du personnel et une mauvaise entente. Ensuite, on s'est intéressé aux conditions de travail. Donc on a demandé s'ils ressentaient de la pénibilité physique. 7 des structures ont déclaré que oui. Donc là, c'est dû à soit principalement à des problèmes de santé qui peuvent être liés à l'entretien manuel. Et plus de la moitié des structures, 8, ont déclaré qu'ils ne ressentaient pas de pénibilité physique et que cela est dû principalement par le fait déjà que beaucoup de gérants délèguent les tâches d'entretien des écuries et qu'une autre partie aussi a déclaré que le fait qu'il y ait de la mécanisation de l'entretien des box aidait véritablement à réduire cette pénibilité. Et ensuite, pour finir, voilà, je vais vous parler un peu de la pénibilité morale. Donc, elle a été ressentie pour 10 des structures, et elle s'explique par soit des problèmes financiers, soit une relation à la clientèle qui peut parfois être difficile parce qu'ils ne sont pas toujours tendres. Et voilà. Et 4 des structures ont déclaré que elles ne ressentaient aucune pénibilité morale, et une a dit que cela dépendait des moments.
Donc, pour conclure, le bilan travail en centre égal, c'est vraiment une première approche du travail dans la filière équine. C'est vraiment ça n'avait jamais été fait avant. Ça donne des premiers repères aux exploitants et aux conseillers. Ça nous permet en fait de nous poser d'énormément de questions sur tout ce qui est organisation, gestion du personnel, gestion du travail. Mais voilà, j'ai réalisé seulement 18 enquêtes pour travailler sur cette méthode et elle mériterait d'être déployée à un plus grand nombre. Et pourquoi pas à d'autres systèmes comme les fermes de tourisme équestre ou les écuries de pension. Je vous remercie pour votre attention. Maintenant, je vais passer la parole à Marilyn et à Jeanne. Bonjour. Donc, nous allons accueillir donc Jeanne Quignot de l'EARL Équitanase, donc qui est une structure que je suis dans le cadre en fait du réseau référence. Qui fait partie des 8 exploitations que je suis en Rhône-Alpes et donc qui a été enquêtée pour la méthode bilan travail par Pauline. C'est bon, ok. Alors donc je suis installée dans le pays de Gex, donc entre le massif du Jura et le... Ça a bugué. Donc entre le massif du Jura et le lac Léman, à proximité de Genève, dans une zone frontalière. On a en termes de surface 4 hectares de paddock et 20 hectares de prairies qui sont uniquement fauchées pour du foin puisqu'elles sont disséminées un peu partout autour de la commune. Là, donc je me suis installée fin 2012, d'abord d'abord de manière individuelle avec ma sœur qui était du coup aide familiale. On a commencé de pas grand chose en louant une structure et où il restait on a eu 10 licenciés au départ. Merci. Voilà. Ensuite, janvier 2014, on a créé la société l'EARL Équitanase, donc avec ma sœur Marie et mon conjoint Adrien. Donc en plus de la structure qu'on loue où il y a toute la partie centre équestre, Adrien a porté sa structure qui est en fait une ancienne ferme laitière qu'on a transformée en écurie de propriétaires et qui est distante de 1 km du Poney Club. Voilà, donc après les travaux en 2015, c'était l'arrivée des premiers chevaux de propriétaires en pension dans la structure qu'on a transformée. Et du coup, assez vite, quand on est passé à la forme sociétaire en 2014, on a embauché un palefrenier et une monitrice pour faire face à l'augmentation de l'activité. Voilà. Du coup, un peu en termes d'historique, ma sœur et moi, on est issus d'une famille bien cheval. Mon papa était maréchal puis instructeur. Voilà. Moi, je suis instructeur et j'ai passé une licence de management des établissements équestres à Saumur. Ma sœur, elle est monitrice et puis elle a dû passer un BPREA pour pouvoir s'installer. Voilà, on est cavalière de CSO majoritairement depuis toute petite et puis on continue à se former en équitation de manière générale et continue. Alors, les objectifs et stratégies de notre entreprise, c'était de pouvoir s'épanouir dans notre passion des chevaux et puis en vivre. Et puis, quand on a commencé, on se disait quelle est un peu votre philosophie. L'idée, c'est que petite, on a beaucoup de souvenirs avec les chevaux, les poneys, les concours, les copains, les copines, etc. Et du coup, on voulait fabriquer des souvenirs comme ça à nos petits cavaliers. Voilà, pour mon conjoint, l'objectif, c'était de transformer ces bâtiments laitiers en une structure qui puisse accueillir la pension pour chevaux. Voilà, la stratégie de l'entreprise, ça a été de répondre à la demande de la clientèle et de s'adapter.
Et puis avec le souhait d'accompagner au mieux les cavaliers et leurs chevaux dans des infrastructures et avec des enseignants de qualité. Alors, pour notre clientèle, donc on a la clientèle du centre équestre, à peu près 300 clients réguliers, bien sûr majoritairement des filles et des enfants, de 6 à 16 ans, mais aussi pas mal de plus petits. Un peu d'adultes avec un gros creux entre, on va dire, 18 et 25 ans, parce que les jeunes de la région vont faire leurs études ailleurs, donc c'est une clientèle qu'on ne touche pas du tout. Et puis, c'est des catégories socio-professionnelles supérieures, puisqu'avec la Suisse, en tout cas, le niveau de revenu est assez élevé. Voilà. En ce qui concerne la pension, il y a une trentaine de chevaux en pension en tout, 18 dans l'écurie de propriétaires, et puis une quinzaine qui sont en pension au sein du centre équestre. Et du coup, les cavaliers propriétaires qui sont en pension au centre équestre ont accès aux cours collectifs du club à volonté. Voilà. Alors, les propriétaires du centre équestre sont principalement des parents d'enfants qui fréquentent le centre équestre avec un cheval un petit peu familial, par exemple, qui peut servir à papa, maman et les enfants. Des ados et des jeunes adultes qui pratiquent en compétition, CSO, Hunter, dressage, club, et qui vont jusqu'au championnat de France. Pour la clientèle de propriétaires de l'écurie exclusivement propriétaires, sur l'autre structure, il y a un groupe de cavaliers amateurs qui font du CSO et du dressage et qu'on coach en concours. Et puis l'autre moitié, c'est des propriétaires plutôt loisirs qui sont sensibles au suivi quotidien de leur cheval, qui aiment savoir qu'ils peuvent partir en week-end et que la couverture sera changée, que le cheval sera bien surveillé, etc. Voilà. Et puis donc on a une petite partie élevage avec 2 poulinières pour la relève éventuelle pour nous en compétition, pas tellement destinée au centre équestre. Voilà, donc du coup, les 2 gros pôles d'activité, c'est la pension et les cours. On a une pension qui est à 570 € par mois, quelle que soit la structure, puisque dans la structure des propriétaires, ils ont vraiment des infrastructures de qualité et puis la tranquillité. Sur le centre équestre, ils ont le suivi, donc on trouvait logique de garder le même tarif. Et puis ensuite, on vend des prestations complémentaires à la pension, sortie au paddock, mise au tapis ou au marcheur, et puis de manière plus anecdotique, longe et travail monté. Et puis donc on a toute la partie cours, donc les cours individuels principalement pour les propriétaires, et sinon une grosse partie de cours collectifs pour le centre équestre, avec des groupes spécifiques pour les adultes, spécifiques pour la compétition, du baby poney. Pendant les vacances scolaires, on fonctionne avec des stages et des randonnées. On a un moniteur qui est plus axé tourisme équestre et animation, qui s'occupe de tout ce qui est balade, anniversaire, qui va animer l'étape aux écoles primaires. Et puis on travaille avec le collège. On accueille 2 classes à raison de chacune 1 heure par semaine. Voilà, donc là vous avez les infrastructures du centre équestre avec une carrière qui fait 40 mètres par 80, autour de laquelle il y a un petit peu de paddock, mais c'est pas énorme. Une grande écurie où il y a chevaux et poneys d'école, une plus petite qui est accolée au manège avec les chevaux de propriétaire, un petit espace de stockage où il y a aussi quelques box, et puis le manège qui est en photo, qui est assez long mais pas très large, 17 mètres. Du coup, on coupe en 2, ça nous permet d'avoir d'un côté toute l'activité baby poney débutant, et puis de l'autre côté les plus grands. Donc ça, c'est la structure plus propriétaire. Donc à droite, l'écurie avec le stockage, qui était anciennement le stockage de la ferme laitière. À gauche, le manège, c'était des logettes et la salle de traite. Un marcheur, une carrière et à peu près 2 hectares et demi de paddock. Alors au niveau de l'organisation, donc moi, ma soeur et mon conjoint, on est associés. Lui, il travaille vraiment pas beaucoup sur la structure, il travaille à côté. Grossièrement, ma soeur Marie s'occupe de tout ce qui est tracteur, moi je m'occupe de tout ce qui est ordinateur, on va dire.
Et ensuite, sur tout ce qui est cours privés, coaching en concours, on se partage la tâche. Donc moi, je fais beaucoup la comptabilité, la gestion des enseignants, et ma sœur s'occupe plus de la gestion de l'entretien des chevaux et de la structure, et puis des palefreniers, ainsi que quelques cours collectifs. Ensuite, on a 2 moniteurs. Donc la première, Maëlle, qui est BPGEPS, qui s'occupe des cours collectifs et puis de tout ce qui est rattaché, l'attribution des chevaux, les absences, les encaissements. Elle fait un peu de concours et elle crée ses activités, les activités qui lui correspondent pour les dimanches par exemple ou les vacances. Le deuxième moniteur, donc Tanguy, qui est un BPGEPS tourisme, qui est un BTS d'Atar, donc qui est très impliqué dans le territoire. Lui aussi a tout un panel de cours collectifs où, même chose, il s'occupe de l'attribution des chevaux, des absences, des encaissements. Et puis lui aussi, il a une bonne liberté pour créer ses activités d'animation pour les dimanches, de randonnée. C'est lui qui anime l'étape et c'est lui qui s'occupe de toute la maintenance du site internet et de l'aspect informatique. Voilà. Ensuite, on passe aux palefreniers. Donc, Sophie et Philippe qui sont salariés, un à temps plein et un à temps partiel. Leur tâche principale, c'est l'alimentation, le curage des box et l'entretien des box, et la sortie des chevaux au paddock marcheur, et puis l'entretien des surfaces de travail. Voilà. Momo, qui est un indépendant et qui vient en appui sur ces tâches-là, hormis les sorties des chevaux. Et puis un apprenti qui est en bac pro et qui vient en soutien à toutes ces activités-là. Alors, les outils de management. Comme tout ça a grossi un peu vite, il y a vite eu un moment où je me suis sentie un peu débordée, rien n'allait comme je voulais, mes salariés ne faisaient pas ce que je voulais, c'était pas très facile à vivre. Et j'ai dans mon entourage quelqu'un qui est RH dans une grosse société qui m'a donné quelques tuyaux. Voilà. Donc en gros, on a mis en place des tableaux qui sont dans les selleries où aussi bien les gérants que les salariés que les propriétaires peuvent mettre des remarques. Donc à chaque fois, on a la date, l'auteur du message, quel message, et l'auteur doit checker qu'il a bien vu le message et réagir. Pour ce qui est des réactions, soit on peut réagir tout de suite, c'est pas grave, soit en fait on a des réunions toutes les semaines où on reprend ces fiches et on traite sujet par sujet les uns derrière les autres. Soit on trouve une solution tout de suite, c'est très bien, soit il faut réfléchir un peu. On essaye tant que possible de faire venir la solution des salariés, même si nous on en a une, puisque c'est eux qui vont devoir l'appliquer, donc autant que ça leur corresponde. Ensuite, on note la solution qu'on a trouvée et on consigne tout ça dans un classeur. Comme ça, ça permet, soit s'il n'y a plus de problème, c'est très bien, c'est acté, soit si de nouveau il y a un problème, on reprend note de la solution qu'on avait mis en place et puis on l'adapte. Voilà, du coup, on fait à peu près 1 heure de réunion par semaine avec les enseignants et en gros 45 minutes avec les palefreniers. De temps en temps, on les réunit tous ensemble. Voilà, on s'est formé un peu aussi en coaching, d'abord pour nos cavaliers, mais ça nous a aussi bien servi pour nos salariés, notamment le débriefing avec la méthode Big Mike. Voilà, et puis on se tient à au moins 1 fois par semaine manger ensemble avec ma sœur pour réaccorder nos violons, partager ce qui s'est passé. Parce que quand on est deux, les gens vont voir l'autre, pas forcément le même discours, ça croise. Donc voilà. Donc en ce qui concerne le bilan de travail réalisé à l'ARL Equitanaz, on a donc dans la cellule de base les 3 associés exploitants, donc Jeanne, Marie et puis Adrien. Dans les personnes hors cellule de base, nous avons tous les salariés et l'apprenti. Nous avons identifié 3 périodes d'activité, donc la période scolaire, hors scolaire et la période de fermeture, donc qui correspond à 1 semaine par an. Le travail d'astreinte a été identifié, donc je rappelle ce que c'est toutes les tâches qui sont réalisées quotidiennement et qui sont non reportables, donc comme l'alimentation des chevaux, puisqu'ils ont besoin de manger donc, tous les jours.
tout ce qui est l'entretien des écuries, le lissage de la carrière, entrer et sortir du paddock, les cours, la gestion administrative aussi des cours, les activités et les réunions hebdomadaires. En ce qui concerne donc ce qu'on a vu tout à l'heure comme graphique présenté par Pauline, on a un travail d'astreinte par client donc, qui est corrélé et qui correspond donc, à l'EARL à 38 heures par an de travail d'astreinte par client. En ce qui concerne le travail d'astreinte par équidé actif, donc on a à 160 heures, donc ce qui est assez important, mais ce qui s'explique en fait par le fait que les chevaux sont tous au box et qu'il y a énormément de travail tout autour de ça, donc les sorties, les rentrées au paddock et tous les curages, distribution de nourriture. En ce qui concerne donc ce travail d'astreinte, au niveau du travail d'astreinte par cellule de base, par personne de cellule de base, donc on est à 1000 heures par an, donc ce qui est assez peu. Donc on peut expliquer ça par le fait que le travail d'astreinte est délégué pour la plupart aux salariés. Donc ce qui représente en plus, donc, ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, 18% en fait du travail d'astreinte qui est fait par une personne de la cellule de base. Donc les 160 heures par équidé de travail d'astreinte. Et donc ce qui représente aussi pour une personne de la cellule de base, 35 équidés à gérer. Donc, comme en fait le travail d'astreinte n'est pas, est beaucoup délégué et représente que 18% en fait du travail d'astreinte pour la cellule de base, la cellule de base en fait est beaucoup plus sur le travail de saison, donc qui est donc les travaux qui sont différables ou concentrés plus facilement, qui sont réalisés plutôt à une période de l'année, donc comme les foins, l'entretien du foncier, tout ce qui est comptabilité, puisqu'il y a les rendez-vous aussi avec le comptable, etc., les transports pour l'élevage, les soins aux chevaux, donc qui sont faits par la cellule de base, c'est donc tout ce qui est maréchalerie, tout ce qui est vaccin, donc le vétérinaire à chaque fois qu'il vient, et tous les concours extérieurs qui représentent donc sur la structure assez... Oui, et comme Jeanne le précise, toutes les inscriptions pour l'année qui va arriver, et c'est vrai que ça représente quand même pas mal d'heures où il y a des plages horaires ouvertes en fait pour que les gens puissent venir s'inscrire. Donc le travail de saison représente 37 jours par an par ETP et 244 jours en fait par an par exploitant. Et là, si on le ramène par client, donc ça représente 0,8 jours, donc presque une journée en fait par client de travail de saison. Donc au niveau du temps disponible calculé, donc c'est ce qui reste en fait une fois que tous les travaux de saison et tous les travaux d'astreinte sont réalisés, et on voit que donc sur la structure c'est 659 heures par personne de la cellule de base, donc ce qui est en dessous des 800 heures, donc effectivement qui est la moyenne en fait pour les autres productions, et donc ça représente du coup peu de marge de manœuvre en fait pour les personnes de la cellule de base, sachant que tout est fait donc pour s'organiser au mieux, pour pouvoir se dégager du temps et justement d'informatiser des choses, donc tout ce qui est gestion des cours, de vraiment responsabiliser ses salariés sur la gestion de leurs propres cours, dans tout ce qui est donc inscription, tout ce qui est récupération en fait des forfaits, des règlements des cours, etc. Donc le souhait en fait de l'exploitation, c'est vraiment de se libérer du temps pour augmenter donc ce TDC. Donc les résultats économiques, donc ils sont basés sur l'année 2016, puisque 2017 la comptabilité n'est toujours pas faite, et donc au niveau du réseau c'est ce qu'on a en fait comme récolté comme données. Donc ce qui est une année qui n'est pas très représentative, puisque il y a eu donc la forte évolution, mais les investissements sur la pension en fait n'étaient pas encore faits. Donc on a quand même des résultats économiques et qui sont assez efficients, puisqu'on a un produit par équin par tête, en fait de 11 588 €, ce qui représente
je pense, plus du double en fait de toutes les références qu'on a. Un produit centre équestre, donc par équidé de club de 14 000, presque 15 000 euros. Un produit brut par unité de main-d'œuvre de 85 000 euros. Donc un EBE par unité de main-d'œuvre exploitant de 75 000 euros. Donc un EBE sur produit brut de 32%, qui est une bonne efficience économique. Des charges opérationnelles par tête qui sont assez élevées, de 2 000 euros, ce qui se retrouve en fait par rapport au fait qu'il y a beaucoup de salariés en fait pour s'en occuper aussi. Des charges opérationnelles, pardon, non, les salariés ne sont pas là-dedans. Des charges, on parlait de ça tout à l'heure, c'était par rapport aussi au fait que dans le pays de Gex, il y avait un fort pouvoir d'achat, mais il y avait aussi des charges en fait qui représentaient forcément un peu plus, qui étaient un peu plus élevées puisque la vie était un peu plus chère aussi. Des charges opérationnelles par produit brut qui représentent 20% et des charges de structure sur produit brut qui représentent 50% du produit. Par rapport au coût de production, donc les petites réglettes, en fait, elles représentent les deux opposés, en fait, hein, le plus et le moins de ce qu'on peut trouver dans le document que vous avez, donc là, les premières, je trouve plus, résultats, en fait, d'analyse de coût de production. Donc, on a un nombre de clients par UMO de centres équestres à rémunérer par an de 77, ce qui est pas beaucoup, finalement. Par rapport aux moyennes. Un nombre d'heures en fait par équidé par UMO de centres équestres à rémunérer par an de 3500 heures. Un produit centre équestre par équidé de centres équestres par an de 14 000, donc presque 15 000 euros. Un nombre d'heures d'équidé par centre équestre par an de 470 heures, ce qui est assez important. Par rapport à la moyenne qu'on a, hein, bien entendu, et un nombre de clients par équidé de club par an de 11. Donc c'est pareil, il y a une bonne efficience en fait au niveau du coût de production, puisque on a 11 clients par équidé et puis un nombre d'heures par équidé qui permet en fait de rentabiliser la structure. Les équidés inactifs en fait représentent très peu aussi d'équidés sur la structure, et donc là c'est exclusivement des chevaux d'élevage en fait qui sont sur la structure, qui représentent les équidés actifs, et dans d'autres structures ces équidés actifs ce sont surtout des chevaux à la retraite qui ramènent absolument plus rien en fait sur l'exploitation. On peut noter que la structure donc a des bons outils de communication. Donc, ils communiquent beaucoup sur Facebook. C'est toujours à jour. Il y a toujours les publications de ce qui se passe le week-end. Donc, c'est très actif. Et puis, un site internet, pareil, qui est mis à jour très régulièrement, où les gens peuvent s'inscrire donc en ligne aussi. Et payer aussi en ligne. Les perspectives donc, de la structure, c'est de passer du statut de locataire à propriétaire pour la structure école d'équitation, puisque là c'est toujours en location, de finir la construction de l'écurie de propriétaire, puisqu'il y a encore 14 box à construire et avec un bâtiment de stockage, de développer donc une écurie active pour la cavalerie d'école, plus d'autres pratiques de développement durable, sachant qu'il y a quand même une pression foncière qui est assez importante dans la zone frontalière, forcément. De mettre en place des projets de parcours plus personnalisés en fait pour les cavaliers qui le souhaitent, en plus de tout ce qui est proposé aujourd'hui. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, nous sommes disponibles. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ou bien en région ? Oui, vous avez donné le prix des pensions, mais pas le prix des cours. Alors, le prix des cours, on a calculé tout à l'heure, c'est à peu près 23 € de l'heure pour quelqu'un qui prend un forfait annuel. C'était pour comparer avec celui qu'on a vu tout à l'heure, qui était à 12 ou 14. Quoi. Qui sont nos coûts, qui sont en Charente-Maritime, le prix, enfin en Charente-Maritime, c'est 14 en moyenne, 14,5. Nous, en Rhône-Alpes, je pense comme ça que ça doit être entre 15 et 18. Donc, qu'est-ce qui explique les 23? C'est la proximité avec la Suisse, c'est ça?
Oui, c'est la zone frontalière qui fait qu'on a des catégories socio-professionnelles assez élevées, une densité de population aussi quand même assez importante, il faut le dire. Et c'est vrai que cette zone est assez particulière en fait dans le département de l'Ain. Elle est vraiment, elle a un statut vraiment particulier au niveau du pouvoir d'achat. Tant que j'ai le micro, je continue. Qu'est-ce qui explique que vous optimisez aussi bien les chevaux? Parce que voilà, ils ont une. Alors, déjà, on a des cours tous les jours. Donc, ça permet de vraiment diluer la charge de travail sur tous les jours, en fait. Voilà, on a comblé les heures creuses avec les activités périscolaires et le collège. Voilà, puis le fait de pouvoir couper le manège, on a deux cours en parallèle presque à chaque fois. Donc, même un jour comme le lundi, on a 5 ou 6 heures de cours. Et les vacances, c'est pareil, on ne ferme pas. Et les week-ends, on ne ferme pas non plus. Et dans les reprises, vous vous contenez à 7, 8, 10 par 10 8, après, quand il y a des grosses périodes ou quand il y a des rattrapages, ils peuvent être 10, mais c'est rare. Et puis, dans les stages, il y a 2 grosses périodes qui sont l'automne et Pâques, où là, il y a beaucoup de monde. Souvent, on prend du personnel un peu en plus pour faire toute la partie animation. Les moniteurs restent sur la partie équestre pour ces 2 grosses périodes-là. Et vous avez quelle stratégie en termes de retraite pour les chevaux, du coup? Alors, en termes de retraite, pour le moment, on a réussi à placer tous nos Shetland. Après, on a des chevaux qui sont vieillissants, mais qu'on essaye de maintenir le plus possible en gérant la charge de travail, justement. Ils font plus de galopette, ils font plus de débutants ou de petits niveaux, un peu de demi-pension pour commencer à les soulager. Voilà pour le moment, mais c'est une question qui se pose. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? J'avais une question peut-être pour Pauline sur la méthode. En fait, tu nous as donné des références par rapport aux autres filières, par rapport au temps de travail de la cellule de base, où donc tu nous disais que au-delà de, en deçà de 900 heures, je crois, c'était la situation était tendue. On a vu que dans les enquêtes qui ont été faites dans des structures qui fonctionnent plutôt bien, finalement, elles sont quand même à des charges de travail assez soutenues et que finalement, pourtant, elles sont assez satisfaites de leur rythme de travail. Donc, je voulais savoir si finalement c'est le seuil. Alors, c'est peut-être Gérard qui va pouvoir répondre. Est-ce que c'est finalement dans les autres filières où on va pas dire qu'ils se la coulent douce, mais ils sont plutôt moins tendus, ou je sais pas, comment est-ce qu'on peut expliquer en fait la référence qui a été fixée dans les autres filières par rapport à ce qui est observé dans les centres équestres? La référence qui a été fixée, donc c'est pas moi qui l'ai fixée, vu que ça a été fait par les autres personnes qui ont fait la méthode bilan de travail sur les autres filières. Alors, de là à dire que les autres filières c'est la coulée douce, je ne pense pas. Après, je pense qu'ils ont aussi d'autres choses à côté, peut-être plus de charges de travail non quantifiables. Et sur le fait aussi que en fait, les centres équestres, la plupart des gens de centres équestres disent être satisfaits parce que ça marche et que pour l'instant, ils ont plutôt des résultats convenables. Après, voilà, on n'est jamais bon et il y a toujours une marge d'amélioration. Merci. Du coup, j'avais une autre question pour Jeanne, c'est parce qu'on a vu les chiffres quantitatifs, au niveau qualitatif, c'est quoi votre ressenti par rapport au travail et à votre charge de travail justement? Alors, je dirais que travailler, c'est pas difficile. Donner des cours, c'est pas dur. Le plus dur pour moi, c'est vraiment la gestion du personnel. Ça, c'est vraiment un truc où on n'est certainement pas assez formé. Voilà. Et par rapport à la pénibilité ou charge de travail, tant qu'on trouve moi personnellement, tant que je trouve un bon équilibre entre ma pratique personnelle de l'équitation finalement qui est mélangée avec ma profession, ça se passe bien. En gros, si j'arrive à monter à cheval et aller quand même un peu régulièrement en concours, c'est pour ça je pense aussi que le temps disponible est un peu tronqué. Voilà.
Quand vous sortez en concours, c'est du temps disponible ou du temps de... comment on appelle ça déjà? Contrainte. Là, moi, j'emmène mes élèves et je vais en cours en même temps. Donc, du coup, c'est pas compté dans du temps disponible, c'est du temps de travail. Mais je fais d'une pierre deux coups. Par rapport aux autres filières, ce qu'on compte dans le temps disponible, qui est donc pas du temps libre, c'est aussi pour faire des choses qui sont liées à des structures qui ont 100 hectares, 120 hectares, donc pour entretenir les bâtiments, pour entretenir le matériel. Et là, on a des structures sur des tailles en termes de nombre d'hectares de plus petite taille, donc il y a forcément moins de travail pour ça. Et aussi, une autre catégorie de travaux qu'on met dans le temps disponible classiquement, c'est une partie de charge administrative, parce qu'on le fait plutôt à temps perdu, en période creuse, où on le sous-traite. Or là, on l'a mis dans le travail d'astreinte, parce qu'un client, c'est écrit dans la présentation, il faut gérer le cheval, les papiers en permanence, la facturation. Alors que le reste, bon, il n'y a pas ces charges-là sont pas d'astreinte, elles sont faites plutôt à temps perdu, etc. Donc c'est vrai que la comparaison avec les autres filières a aussi ses limites du fait des caractéristiques propres des centres équestres. Du coup, c'est pour Pauline Thau. C'est par rapport à ton travail. Du coup, tu as pu interroger 18 centres équestres. C'est vrai qu'en termes statistiques, c'est un peu limite pour tirer des conclusions, même s'il y a quand même des choses qui se dégagent. C'est quoi la suite du travail, en fait? Alors, en fait, donc moi, j'ai réalisé que 18 enquêtes parce que en fait, le principal objectif était d'adapter la méthode, de voir si c'était possible de l'adapter au centre équestre et à la filière équine. Et donc, en fait, le but de ça, pour la suite, ça serait justement d'étendre au centre équestre pour avoir assez de données pour pouvoir créer des références, parce que là, avec 18, c'est pas représentatif. Et justement, pouvoir aider après les centres équestres grâce à ces références. Et pourquoi pas l'étendre aussi à d'autres acteurs de la filière, comme les femmes de tourisme équestre ou les pensions ou d'autres structures. Moi, je reviens sur le nombre d'heures utilisées par les chevaux, parce que je trouve ça quand même... on est proche des 500 heures par poney ou par cheval, donc on est quand même sur une rentabilité forte des chevaux. Est-ce que le besoin de la clientèle sur votre territoire est assez homogène et très facile à percevoir, et donc du coup vous avez pu proposer un produit qui convienne à tout le monde, ou bien on est dans le cas qui arrive assez souvent dans les centres équestres, où on a un grand besoin, et donc plein de chevaux différents, avec quelquefois des chevaux qui ne servent que pour 1 heure. En fait, moi je fréquente du coup des centres équestres depuis toute petite, et je vois bien ce que ça donne quand il faut le soir ou le matin avant les cours aller sortir les chevaux, etc. Donc on les a choisis le plus polyvalent possible et le plus adapté à la clientèle. Quand je vais voir un marchand de chevaux, clairement je lui dis faut me servir comme un poney club parisien, parce que si ça va ou ça va, si ça va pas, j'ai pas tellement le temps de le dresser. Et mes clients, il faut qu'ils soient surtout en sécurité, donc il faut qu'ils ils sont polyvalents, ouais, voilà, vraiment. Sur ce, Jeanne, tu as tendance plutôt à payer les chevaux que tu achètes un peu plus cher, mais au moins derrière, tu sais qu'ils sont rentables. Ouais, les gens qui viennent chez moi, ils disent « Ah, mais tes poneys, ils sont beaux, on croirait plus des poneys de sport, etc. » Mais oui, ils sont dressés, et les enfants, ils apprennent à bien monter. Ce que je regrette un peu, c'est de ne pas avoir le temps de les dresser, moi, c'est vrai. Les redresser aussi. Qu'est-ce que c'est l'ordre de grandeur des prix que vous mettez dans les achats de chevaux et de poneys? Un Shetland, en général, c'est 1 000 € parce qu'en dessous, ils ne sont pas dressés. Et les poneys plus grands, ça a été jusqu'à entre 4 et 5 000 €. Et j'ai eu la chance de commencer avec des poneys qui étaient nés chez moi, qui m'ont permis de commencer. Mais après, il a fallu renflouer la cavalerie. Et sinon, au niveau des chevaux, on a pris les chevaux dont on parlait un peu tout à l'heure, dressés mais un peu vieillissants, dont les utilisateurs amateurs avaient plus forcément l'utilité. Alors on a fait une deuxième vie comme ça. Mais du coup, c'était tout de suite très utilisable et quand même assez bien dressé pour apprendre aux gens à monter sur des chevaux dressés.
qu'il y a d'autres questions en région? Je ne sais pas, Laetitia, si il n'y a plus personne? Il n'y a plus de questions, ouf. Bon, bah, s'il n'y a plus de questions... Ah, si, Fanny. Oui. C'est Ça du va. coup pour savoir si vous n'avez pas trop de mal à vous... Alors j'imagine que vous en achetez pas tous les jours évidemment, mais si vous n'avez pas trop de mal à vous fournir des chevaux comme ça. Enfin... Alors, c'est pas facile à trouver. Faut pas attendre d'en avoir besoin pour aller les chercher. Voilà, donc quand on en a pas mal qu'on voit, qu'on repère, on va le chercher. Après, on a quand même un bon réseau de connaissances. Donc voilà, on a aussi acheté des chevaux sur Facebook qu'on a vu comme ça. J'en ai repris pas mal de centres équestres qui fermaient, malheureusement, mais du coup qui étaient déjà vraiment dans le boulot, qui étaient utilisables tout de suite par, je dirais presque n'importe quel moniteur, les yeux fermés. Ma première cavalerie de baby poney, c'était vraiment ça, des poneys mis 100% et d'un centre équestre qui fermait, donc qui n'était pas très cher. Quand j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait votre mari c'est ça, votre mari et puis votre sœur, je me suis dit, situation pouvant être à risque, du fait que voilà, on a un couple et puis une autre personne tiers, comment vous arrivez à ce qu'il n'y ait pas de tension qui se crée? Alors ce que j'ai compris, c'est que votre mari, c'est plutôt l'écurie, donc il s'occupe de l'écurie, si j'ai bien compris. Est-ce qu'il y a autre chose ou... Oui, il est à son compte en Suisse, donc il a un truc à s'occuper pour lui tout seul. Voilà, il s'occupe de tout ce qui est un peu l'intendance, le bricolage, les réparations, les trucs qui sont quand même pas trop de filles. Puis c'est l'œil extérieur, un peu l'œil critique. Genre, on a carte blanche, mais quand il voit qu'il y a un truc qui va pas, il reste un peu l'œil extérieur. Et puis ensuite, on s'est aussi formé à pouvoir communiquer sereinement, parce que forcément des tensions il y en a, mais du coup on fait des petites réunions, chacun émet son avis, puis ça marche comme ça. Et puis ce que je disais aussi tout à l'heure, par exemple quelque chose comme faire les coûts de production, ça permet d'appuyer des décisions, par exemple, quand on n'est pas d'accord, en disant on va développer ça comme ci ou comme ça. On peut regarder aussi des chiffres qui sont vraiment parlants plus que la compta, tout simplement. C'est bon? Il n'y a plus de questions? Bon, merci. Merci à toutes les trois pour vos exposés. Et puis, donc, je vais vous laisser faire le dernier roulement. Et participants et intervenants. Donc, vous suivez votre chef de groupe, Anne-Lise.